François Bayrou est l'invité de Preuve par 3. Merci d'être avec nous, Monsieur Bayrou, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, évidemment, c'est ce qu'on attend de vous, puisque c'est votre credo de la vérité en politique. Chez Plomb, vous avez décidé de poursuivre le dialogue direct avec les Français, maintenant que vous n'avez plus de mandat national. Et dans ce dialogue avec les Français, vous fustigez les mauvaises pratiques politiques qui empêchent, selon vous, le redressement de la France. Dans un instant, Pierre Rocchiccioli de l'agence France Presse et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront. Dailymotion est également, comme chaque semaine, le partenaire de cette émission. Cela permet aux téléspectateurs d'intervenir directement et de vous interpeller. Le pic du chômage de 1997, heureusement, n'a pas été battu avec les derniers chiffres du mois de février. Néanmoins, évidemment, il y a une aggravation de la situation avec 3 187 000 plus 26 500 demandeurs d'emploi. En France, il y a le feu. Ça veut dire que 260 familles par département moyen sont atteintes à leur tour par le chômage. Et donc, évidemment, c'est une vague. Hein, c'est un tsunami qui détruit sur son passage la confiance des gens, l'unité des familles, l'idée que les gens se font d'eux-mêmes. C'est humainement extrêmement dur. Et ce qui est le plus dur, j'allais dire civiquement, c'est qu'on ne voit pas le chemin pour en sortir, ou on ne voit pas la fin. Il y a des mesures qui sont mises en avant encore par le Premier ministre qui appelle à la mobilisation générale. Monsieur, quand on vous parle de mesures, oui, ça veut dire que le plan d'ensemble est insuffisant. Les mesures, c'est parcellaire, c'est un kaléidoscope. Mais ça n'est rien qui fasse la force d'une action politique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Vous réclamez, mois après mois d'ailleurs, après chaque publication des chiffres du chômage, des mesures radicales. Citez-en une. Je réclame une politique d'urgence pour que ceux qui sont en première ligne, et je vais donner leur définition, oui, ceux qui signent les contrats de travail, ceux qui ont du travail, ceux qui créent du travail pour les autres, pour que cela soit soutenu au lieu d'être freiné. Donc les chefs d'entreprise. Alors, surtout pas une mesure parmi d'autres. Oh, il y en a plein. On pourrait imaginer une mesure sur les seuils. Vous savez, ces seuils qui font de 10 à 20, de 50 et au-delà. On pourrait imaginer une mesure qui touche au seuil, élève les seuils. Mais il y en a beaucoup d'autres. En fait, une déréglementation générale, en quelque sorte. Non, je suis pas sûr que ça soit déréglementation. Je parle de choses qui empêchent les entreprises d'embaucher. Le nombre de ceux qui sont bloqués... Les entreprises disent le carcan, le droit du travail, etc. C'est ce que vous dites. J'ai dans une émission récente montré le code du travail suisse et le code du travail français. L'un pèse 190 grammes et l'autre pèse 2 kilos. Est-ce que les salariés sont mieux protégés dans un cas que dans l'autre? En tout cas, c'est intéressant parce que la Suisse, c'est un pays qui n'a pas de matières premières, qui a des salaires plus élevés que les nôtres et même dans un certain nombre de cas beaucoup plus élevés que les nôtres et qui exporte, qui produit, qui crée de l'emploi puisqu'il y a 300 000 Français qui traversent la frontière tous les jours. Alors c'est pas fascination pour le modèle helvétique. Non, on ne peut pas comparer les deux économies non plus. Hein, mais pourquoi? Parce que question de taille, on se compare généralement plus à l'Allemagne par exemple. Bien, écoutez, oui mais c'est pour éviter... C'est pour éviter de toujours rester dans la comparaison avec l'Allemagne. Donc je dis, politique d'urgence, soutien des créateurs d'emplois et de ressources pour le pays. Comment? En supprimant tout ce qui les bloque, en mettant les forces du pays, notamment de l'État, pour les aider et pas pour les freiner. Alors ça veut dire une politique fiscale différente, y compris qui leur permettent, quand ils créent de l'emploi et des ressources, de gagner de l'argent, s'enrichir, je ne sais pas si c'est le mot, mais de gagner de l'argent. Une politique dans laquelle les PME et les petites entreprises et les artisans se sentiraient en confiance et pas constamment traqués.
avec des règles qui soient des règles simples et de long terme, au lieu d'avoir des règles qui changent tous les jours et qui les menacent, vous voyez bien que ça, c'est une politique complètement différente de ce que nous avons fait depuis 20 ans. Oui. Vous réclamez la vérité. Quand le chef de l'État dit qu'il parie toujours sur une inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année, il ment? Non, c'est une profession d'optimisme. Mais quand l'INSEE ne prévoit pas de reprise, une croissance molle jusqu'à l'été au moins, donc on sait que la courbe ne va pas s'inverser. Monsieur Grossiard, nous avons fait une campagne présidentielle. J'avais un débat avec Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la croissance. Je vous rappelle les chiffres qu'il donnait. François Hollande disait nous allons avoir une croissance en 2013 de 1,7%. Et Nicolas Sarkozy disait nous aurons 2%. Nous aurons 0%. Il n'est pas d'élection depuis 20 ans où on ne dort la pilule aux citoyens. C'est-à-dire on les égare, on leur raconte des histoires, mais et là, au bout du compte, mais dites pas d'accord. Vous devriez dire pas d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous pour dire que la réalité finit toujours par rattraper certains mensonges, François Bayrou. Et quand François Hollande demande aujourd'hui à être jugé à la fin du quinquennat, est-ce que vous pensez que les Français pourront attendre ? Je vais vous dire ce que je pense. C'est grave, ou en tout cas, je le dis avec gravité. Je pense que nous sommes assez près d'une crise politique menaçante. Il suffit de voir le score des élections partielles dimanche dans l'Oise, avec une extrême droite qui fait 49% contre le candidat de l'UMP, pour qui le PS avait appelé à voter. Au niveau national, oui. Et donc, il y a là quelque chose qui est, avec 45% des voix de gauche qui votent pour l'extrême droite. Là, en germe, vous parlez effectivement d'une crise morale, politique. Non, mais je dis que les gens sont très près de attitude et de choix et de vote pour rejeter, on dit le système, pour rejeter cette organisation des pouvoirs et des partis dans lequel ils ne trouvent aucun espoir. Ce qu'ils pensent. Sur ce que vous dites concernant le risque de crise majeure dans notre pays, effectivement, quand il y a une crise économique dont on ne voit pas l'issue, quand il y a un président de la République, un gouvernement qui est au plus bas dans les sondages, est-ce que le pouvoir, selon vous, a perdu toute légitimité d'ores et déjà? Non, je ne dis pas les choses comme ça. Je veux dire une chose précise. Lorsque ça n'est même pas l'impopularité qui est la question. C'est le fait de pouvoir gouverner la France. C'est le fait de comprendre où on va. La plus grave délégitimation, on délégitime l'action politique. Pourquoi? Parce qu'elle est illisible. Et elle est illisible pour une raison extrêmement précise et que vous connaissez, c'est que la campagne qui a été faite et la majorité qui est sortie des urnes sont en contradiction flagrante avec la politique qui doit être suivie. Il y a donc une contradiction, une tenaille dans laquelle le gouvernement et le président de la République sont pris. Vous avez voté pour François Hollande qui assume quand même son positionnement social-démocrate. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Par exemple, jeudi, il va s'adresser aux Français. Vous attendez quoi? Un nouvel effort de pédagogie ou véritablement de nouvelles annonces? Alors, il y a une chose qui m'agace, c'est qu'on dise qu'il faut rassurer les Français. Ça, tout le monde dit ça. Il ne faut pas rassurer les Français. Il faut organiser l'action et la mobilisation du pays. De l'État, des collectivités locales. Mais ça appelle quel type de révision dans la politique et dans les grandes options, le cap du chef de l'État? Je vous ai expliqué ce qui me paraissait nécessaire pour ceux qui sont en première ligne. Les entreprises et ceux qui signent les contrats de travail. Et les chercheurs. Et pour François Hollande. Et les innovateurs. Pour François Hollande, premièrement. Deuxièmement, il y a un enjeu qui n'est pour l'instant pas du tout assumé, c'est la moralisation de la vie publique en France. Tout le monde voit bien les débordements, les promesses qui ont été multipliées, cumul des mandats, simplification de la démocratie locale,
on disait nouvelle étape de décentralisation, mais ça ne peut pas aller en gardant le labyrinthe que nous avons aujourd'hui. Sans transfert de compétences. On a parlé, sans nouveau transfert de compétences pour les collectivités. De règles électorales plus justes. Rien de tout ça n'est pris en compte. Donc, pour être clair, moralisation de la vie publique. Est-ce que ça doit passer par exemple, un référendum sur ces questions-là? Si le président de la République estime, et il y a des raisons de le penser, que le Parlement actuel, avec les députés et les sénateurs, ne lui permettront pas d'obtenir satisfaction, il faut qu'il fasse appel au peuple. Ça lui permettrait peut-être d'ailleurs d'avoir un nouveau rapport avec le peuple, d'accepter de prendre ses problèmes, j'allais dire, billes en tête. Quelles questions faudrait-il poser, sachant que vous aviez déjà fait ces suggestions lorsque vous étiez candidat à la dernière présidentielle? Alors, quelles questions? Et que je l'aurais fait si j'avais été élu. Quelle question? Dès en arrivant. Oh, il y a pour moi 3 choses à mettre dans le référendum. Le cumul des mandats, la diminution du nombre de parlementaires. Entre nous, c'est pas à mettre dans le référendum. Mais vous ne pouvez pas conserver un gouvernement avec 39 ou je ne sais pas combien, 38 ministres, des cabinets pléthoriques, enfin tout ce qu'on avait promis de changer. Troisième question, les Français. La règle électorale. Il n'est pas possible, vous avez vu les résultats, vous avez 3 courants principaux qui depuis une décennie animent la vie du pays. Et ils ne sont pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec tous, mais regardons. L'extrême droite, le Front National, l'extrême gauche et le centre. Ces 3 courants, lors des dernières élections présidentielles, ont fait 40% des voix chaque fois, ensemble. Ils n'ont pas de représentants à l'Assemblée. Vous trouvez ça juste? Eh bien, je dis qu'il n'y a aucune raison que la loi organise en France des sous-citoyens. Donc, pour vous... Je ne suis pas, moi, qui suis du centre, ou d'autres qui font d'autres choix, ne sont pas moins citoyens que le Parti Socialiste et l'UMP. Et même entre nous, ils le sont un peu plus parce qu'ils ont beaucoup plus de voix par représentant que cela n'en ont aujourd'hui. François Bayrou, sur cette question, c'est très clair, mais absolue. Néanmoins, je vous pose quand même une question supplémentaire. Pour vous, ce référendum serait la seule condition aujourd'hui pour que le chef de l'État soit relégitimé par les Français? Je ne dis pas que c'est la seule. C'est la condition. Je ne dis pas que c'est la seule, mais si on ne fait pas la moralisation de la vie publique et la mise en action de toutes les forces du pays pour soutenir les producteurs, l'action de les artisans, les entreprises, les PME, les chercheurs, les innovateurs. Si vous ne faites pas ces 2 choses-là, d'accord, les 2 conditions, on les a organisation du pays pour livrer la guerre et moralisation de la vie publique, en tout cas, vous ne risquez pas de réussir. D'accord. Et pourquoi pas une dissolution de l'Assemblée nationale? Certains l'évoquent. Parce que dissoudre l'Assemblée nationale sans avoir changé la règle du jeu, ça ne sert à rien. Vous en avez parlé avec François Hollande? Oui. Vous avez des échanges avec lui? Oui, le dernier remonte quand? Il y a quelques mois? Il y a quelques semaines. Quelques semaines maintenant. Voilà. Et alors, il est ouvert à ce que vous lui proposez? Bon, j'ai l'impression qu'il voit bien l'enjeu. Après, il y a une grande question, c'est est-ce qu'il franchit le pas? Est-ce qu'il a l'audace de le faire? Et ceci, on verra dans quelques jours. Je voudrais vous soumettre la couverture de l'Express cette semaine, qui montre François Hollande qui serre les dents avec le titre « La débâcle ». Est-ce que nous en sommes là, selon vous? En tout cas, on est en situation de décomposition politique très importante, oui. On est en situation... La débâcle, vous savez, c'est quand les glaces se fracturent. Hein, c'est généralement au printemps, d'ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on en soit là, mais on est dans un moment où le peuple en arrive à un tel degré d'interrogation, de doute et même de perte de confiance que les responsables politiques devraient s'en inquiéter. Et quand Marine Le Pen voit le Front National en centre, excusez-moi, hein, François Bayrou, en centre de gravité de la vie politique aujourd'hui, est-ce qu'elle finit par dire vrai? Eh bien, j'ai dit dans ce livre que je ne savais pas si on pourrait éviter une poussée extrémiste. C'est la première fois de ma vie que je le pense ou que je le dis. Hein. Toute ma vie, je me suis battu contre ce risque. Cette fois-ci, le risque existe vraiment, mais il faut avoir une chose en tête. Si les extrêmes réussissaient à l'emporter,
vous aurez un accident grave pour le pays. Un chaos, une décomposition qui sera infiniment dommageable et dangereuse pour les plus fragiles du pays. Parce que chaque fois que vous avez une décomposition, c'est les plus fragiles qui trinquent. Et donc, je vois bien que le risque, il n'est pas seulement dans brandir des attitudes et des mots qui sont excessifs. Le risque, il est dans les solutions proposées qui ne peuvent nous conduire qu'à de graves accidents. D'accord. Alors, on va voir quel rôle vous pourriez jouer. Alors déjà, vous vous adressez au chef de l'État, vous l'avez dit, dans les semaines et mois qui viennent, pour conjurer ce risque, évidemment, mortel pour la France. On va voir ça dans un instant avec Pierre Rochiccioli de l'agence France-Presse qui nous rejoint. Mais d'abord, donc, votre éloge de la vérité en politique qui a inspiré Jérôme Rabier. L'heure de vérité vient. Je l'ai dit aux Français, la vérité. Ce discours de vérité, de courage et de responsabilité. Je pense qu'on se sent respecté par quelqu'un qui vous dit la vérité. Ah, la vérité, si grande vertu dont tous les politiques tentent depuis toujours de se parer. Socrate, déjà dans l'Antiquité, était tombé malade après s'être impliqué dans la vie politique de la cité. Incompatible avec son intransigeance morale qui l'empêchait de travestir la réalité. Alors, irréconciliable homme politique et vérité. C'est le grand paradoxe des politiques, c'est-à-dire que tous les politiques prétendent parler au nom de la raison, prétendent argumenter, prétendent dire le vrai. Or, ils ont tous des opinions, c'est-à-dire que l'idée qu'ils se font de la vérité est immédiatement biaisée par la certitude qui est la leur, par l'angle de vue qu'ils portent sur la vérité. Une vérité est toujours biaisée par la façon dont on la regarde. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de parler de vérité ou de parler en vérité tout en faisant de la politique. Parce qu'il faut, pour le faire, à la fin d'une vérité, regarder la vérité d'en face. Regarder la vérité en face et ne pas dire simplement une vérité que les gens voudraient entendre, c'est la différence entre ce que le philosophe Michel Foucault appelait le véridire, détaché de ses opinions, et le parler vrai, qui n'est qu'une imposture se parant de vérité. Pas sûr au final que la politique ait comme objectif la manifestation de la vérité. La vérité n'est pas une finalité en politique. La finalité en politique, c'est de proposer un propos pour le pays, de sorte qu'ensemble, ils regardent dans la même direction. Évidemment, les Français ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes d'ailleurs d'eux-mêmes. Ils essayent de trouver le bon équilibre entre le souhaitable et le possible. Et le réel n'est en général que, je dirais, la troisième composante. Jamais un politique n'a admis avoir été convaincu par le discours d'un adversaire. Ce serait faire preuve de faiblesse, quitte à avouer une vérité. Les débats politiques ne sont donc pas de vraies confrontations d'idées. Si la vérité était accessible à l'exercice politique, on aurait des débats objectivement contradictoires, c'est-à-dire dont chacun retirerait un profit. Mais les individus en politique ne sont pas là pour ça. Ils représentent autre chose que la vérité. C'est la raison pour laquelle ceux qui se flattent de dire la vérité, de dire enfin la vérité, sont toujours des menteurs. Ah, bah alors écoutez, vous allez répondre, François Bayrou. On accueille Pierre Rochiccioli de l'agence France-Presse. Je voulais quand même dire deux phrases. Ah bah oui, quand même. Justement, je voulais vous donner la possibilité de répondre à Raphaël. Et Premièrement, le livre, la vérité sont des menteurs. Le livre, si vous l'avez lu, oui. Oui. C'est pas certain, mais si vous, attendez. si vous l'avez lu, je vous crois. Je vous donne pas du tout. Je ne vais pas vous faire une parle interview. avec vérité, je peux vous faire des citations. Je ne veux pas vous vos faire références, une on va y venir d'ailleurs dans l'émission. Donc, en dehors de ce sourire, le livre ne dit pas que je dis la vérité, ni que j'ai la vérité. Le livre dit... Si, vous dites que vous avez anticipé bien des vérités quand même lors de vos précédentes campagnes. C'est vrai, ça. Ah. Le livre dit une chose simple: il n'est pas de réforme possible si les citoyens et les gouvernants n'ont pas entre eux un contrat de vérité. C'est ça que... Et c'est pourquoi le titre du livre n'est pas « La vérité en politique », parce que François Bayrou, la vérité en politique, ça aurait fait un peu d'honneur, distributeur de leçons. Il dit « Je vais parler de la vérité en politique », au sujet de la vérité en politique, pour faire un peu de latin. Bon, première chose. Deuxièmement, on vient de voir un exercice très intéressant par des gens que j'aime bien, par ailleurs. Mais c'est très simple, ils sont contents de la manière dont ça se passe. Ce qu'ils ont défendu, c'est qu'on continue comme ça. C'est-à-dire, ils disent, c'est pas possible de faire autrement, on peut pas s'accorder sur des vérités, d'ailleurs la vérité de l'un, c'est pas la vérité, c'est-à-dire qu'on continue comme on est.
Or, si on pense qu'on peut continuer comme on est, ben cette émission n'a aucun sens. À ce moment-là, c'est recommençons l'UMP-PS, on n'est pas content de l'UMP, on met le PS, et puis on n'est pas content du PS, on met l'UMP, puis on va recommencer dans 6 mois, puisque de toute façon, les citoyens vont être grugés au bout du chemin. Et donc, tout le ressort de ce livre, c'est que précisément, je suis de ceux, nombreux, qui n'acceptent pas que ça continue comme ça. Alors justement, Pierre. Bon, alors, cette vérité, ça a été quand même un des thèmes, le thème fort de votre dernière campagne présidentielle. Bon, vous êtes arrivé en 5e position avec moins de 10% des voix. Enfin, avec pas loin de 10% des voix. Pas loin de 10% des voix, je vous l'accorde. La vérité, c'est aussi quand vous êtes prononcé et vous avez assumé votre vote en faveur de François Hollande. Ça vous a valu aux législatives d'être battu par une candidate socialiste. Oui, alors, ça est vrai. La alors question, je vais vous dire un secret. Est-ce que vous... Oui, alors dites-nous. Après les vérités, les secrets. On progresse encore. Si vous ne voulez pas prendre de risques, ne faites pas de la politique. D'ailleurs, si vous ne voulez pas prendre de risques, choisissez tout simplement de ne pas vivre. Parce que la vie, c'est le risque. Il y avait un humoriste qui disait que la vie était une maladie sexuellement transmissible et mortelle dans tous les cas. Ce qui est probablement assez vrai. En tout cas, pour la première partie, je suis sûr que c'est vrai. La deuxième partie, nous vérifierons ensemble dans quelques temps, le plus tard possible. Mais à l'aune de votre exemple, est-ce qu'on peut dire que la vérité paye en politique ou pas? Non, probablement pas. Probablement pas. Mais est-ce que vous faites de la politique pour que ça paye? C'est ça la question. Alors il y a beaucoup de gens qui font de la politique pour que ça paye. Pour que ça paye en termes de carrière, pour que ça paye en termes d'honneur, pour que ça paye en termes de gloriole. Vous l'avez connu tout ça, vous le racontez vous-même d'ailleurs. Oui, vous avez été bien servi jeune. Oui. Disons que je me suis bien servi. Vous êtes bien défendu. Comme dit Cyrano, je me le sers moi-même avec assez de verve et je ne prétends pas, ou je ne permets pas qu'un autre me les serve. Bon. Oui, bien entendu, si c'est ça que vous cherchez, alors il ne faut pas prendre le chemin que je suis. Mais si vous êtes non pas un homme politique, mais d'abord, sans vouloir employer de grands mots, un homme tout court, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à rendre sa vie justifiée. Un père de famille, c'est très important. Moi, j'ai été père de famille très jeune et ça m'a marqué pour toute la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui se sent une responsabilité de transmission. Alors vous ne cherchez ni les honneurs, ni la gloriole, ni l'argent, ni le succès. Vous cherchez l'essentiel pour l'avenir. Et c'est précisément là que se situe mon choix. Alors je reconnais qu'il est minoritaire pour l'instant. Alors on voudrait en savoir plus maintenant sur l'essentiel. Votre rôle tel que vous voyez, c'est celui d'une sorte d'autorité morale. Vous citez souvent, dans votre livre, vous citez Raymond Barre, vous citez Mendès France, vous voulez vous situer dans cette lignée. D'abord, autorité morale, c'est pas nul. Mais ça n'est pas mon rôle. D'abord, je n'ai pas cette prétention. Il y a un rôle qui est le mien, c'est, j'appelle ça le rôle ou la responsabilité de conviction. Je dis il y a deux rôles. L'action, pour les très rares qui sont au pouvoir vraiment, et puis la conviction, pour ceux qui sont dans l'opposition ou dans l'indépendance comme moi. C'est-à-dire ceux-là, leur boulot, leur mission, c'est de s'adresser au peuple des citoyens et de leur proposer des issues, des solutions, qu'ils y voient un peu plus clair pour leur avenir, qu'ils soient convaincus, que peut-être ils s'engagent et qu'un jour ils aillent dans la direction que l'on croit être la plus juste et la meilleure. C'est-à-dire que vous avez renoncé à l'action Je n'ai pas renoncé à l'action, mais pour l'instant, l'issue des élections ne m'a pas porté au pouvoir, entre guillemets. Alors, vous attendez un électrochoc, j'ai compris. Le mot n'est pas... Ça vous va? Non, je pense, non, parce que dans l'hebdomadaire Marianne, cette semaine, on imagine un remaniement qui, là, créerait un électrochoc et on voit votre nom apparaître. François Bayrou, soyons fous, aux affaires européennes. Je vous mets cette proposition sur la table. Il y a des gens qui croient
que le but de la vie politique, c'est d'entrer dans un gouvernement. Eh bien, ça n'est pas le but de la mienne. Vous me demandez, est-ce que vous avez l'arrière-pensée d'entrer dans le... Non. C'est clair. Comme ça, il n'y aura pas d'hésitation. Non. Ce que j'attends et ce pourquoi je travaille de toutes mes forces, c'est que le gouvernement, comme la société, comme l'opinion publique, change ces lignes directrices qui l'ont amené où il est aujourd'hui. Par exemple, je pense que le fond des idées qui ont été celles de la gauche ces dernières années était erroné. Et je pense que l'exercice du pouvoir va les obliger à chercher des attitudes qui soient des attitudes plus justes. Alors, vous avez dit justement à ce point, le jour où le peuple français aura choisi la voie courageuse de son redressement, je serai prêt à l'aider. Oui, bien sûr. À l'aider comment? Dans n'importe quelle situation. Oui. Je ne marchande pas, vous comprenez? Enfin, vous le savez, parce que vous avez, par votre responsabilité de journaliste, participé à beaucoup d'événements de la vie politique ces dernières années. Je ne marchande pas. Je ne cherche pas des chapeaux à plumes et des galons sur les épaules et du doré sur les boiseries de mon bureau. Ça va très bien. Rien de tout ça. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup de gens que cette attitude pourrait étonner, c'est la mienne, c'est comme ça, c'est un choix de vie. Je n'ai pas envie de consacrer les années qui sont les miennes et les forces qui sont les miennes à des choses qui ne valent rien. Alors du coup, cet entretien se transforme un peu en confession. Hein, c'est vous qui l'avez cherché. Hein. C'est vous qui l'avez cherché. Le faux pouvoir. Celui qu'on étale, qu'on raconte, avec des photos, des gardes du corps, des chauffeurs, des limousines. Ce faux pouvoir ne m'intéresse pas. Bon, s'il n'y en a qu'un dans la vie politique française qui n'est pas intéressé par ce pouvoir-là, s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Alors, il y a plusieurs Ça ne façons m'intéresse pas. De s'adresser aux Français. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, il estime que le peuple a besoin de dirigeants qui parlent dru et cru. Pas prout-prout. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Oui, je pense que parler dru, c'est bien. Manier l'insulte, c'est plus discutable. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que Moscovici est un salopard, à la tribune, bon, je trouve que... Il le fait dire par son bras droit? Non, pas du tout. Non, je l'ai entendu de mes oreilles. Hein, il a dit, j'appelle un chat... Enfin, j'ai bien le droit d'appeler un chat et mon camarade... un salopard, salopard. C'est exactement la citation. Ça veut dire, appeler un chat, qu'est-ce que c'est? C'est, un chat est un chat, je lui donne le nom de chat. Donc ça veut dire qu'un salopard est un salopard, que je lui donne le nom de salopard. Pour moi, en tout cas, ça mérite qu'on réfléchisse là où on va entraîner le débat. Alors je vois bien ce que Mélenchon essaie de faire. Ce qu'il veut, c'est créer, alors à l'image de ce que Jean-Marie Le Pen, parce que c'était la pratique de Jean-Marie Le Pen. À l'image de ce que Jean-Marie Le Pen faisait, il a réfléchi à ça, et il s'est rendu compte que chaque fois que Jean-Marie Le Pen passait les bornes, d'une certaine manière, il captait des votes. Eh bien, je pense que la responsabilité d'un citoyen, même pas d'un homme politique ou d'un homme d'État, mais la responsabilité d'un citoyen, c'est précisément de ne pas aller dans ce sens-là, parce qu'il est très facile de mettre le feu à une société. Je l'ai reproché hier à d'autres qui étaient au pouvoir, et je continue à dire que ce n'est pas la direction à suivre, qu'elle est périlleuse pour un pays en crise. Toute dernière question, Pierre. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur Jean-Luc Mélenchon, vous aviez prédit un possible éclatement de la gauche confronté à la réalité du pays. Est-ce que vous avez le sentiment que les attaques de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Moscovici vont dans le sens de cet éclatement? Est-ce que vous... Franchement, quelqu'un qui ne verrait pas que cet éclatement est en cours, quand on en est à l'intérieur du même prétendu camp, ou du prétendu même camp, quand on en est à se traiter de salopard à la tribune, il y a peut-être un pas qui est franchi. Oui, il y a une fracture en cours. Et cette fracture, elle est entre la gauche idéologique
et celle qui accepte le réel comme il est. Et donc, de ce point de vue-là, la vérité, c'est le réel. Alors peut-être la question suivante, est-ce que cette fracture va, selon vous... Vous avez bien réussi à doubler Grotius. Il voulait vous arrêter. Il voulait vous arrêter. Je vais vous faire dire quel rôle vous allez jouer à l'avenir dans le cadre de cette fracture des gauches. Est-ce que cette fracture va enclencher une ouverture, selon vous, vers le centre? Non, D'un mot. Est-ce que vous pouvez c'est répondre d'un mal mot? poser la question. Le jour où il y aura une vraie politique réformiste dans notre pays, il faudra une majorité réformiste. Mais elle va plus loin que le centre. Il y a dans la droite républicaine des responsables politiques qui sont tout à fait, au fond, sur la même ligne. Et c'est cette majorité-là qui est absente et dont l'absence affaiblit toute possibilité de politique réformiste. Très bien, on a compris. Donc on a compris que... Elle est imminente, il est imminent cet éclatement, ou vous le voyez c'est en intervenir? termes de mois. C'est en termes de mois. C'est une précision importante. Merci Pierre. Ça veut dire que l'année qui incite vient tout de suite. jusqu'aux municipales et européenines, c'est 12 mois, cette année-là, elle va être extrêmement perturbée et périlleuse. Alors, voilà, on va aller plus loin maintenant avec Perrine Tarnaud qui va nous rejoindre sur cette refondation du paysage politique que vous annoncez dans les mois qui viennent, François Bayrou. D'abord avec Alexandra Collineau, on s'interroge encore sur votre avenir et sur votre éventuel rebond. Mais je ne suis pas le sujet. Ah ben on y revient quand même. Mettre ça dans la tête. Allez. Depuis 5 ans, François Bayrou a perdu toutes ses élections, municipales, présidentielles, législatives. Beaucoup au MoDem sont partis former un autre centre. D'autres ont été licenciés faute de financement. Le bateau a pris l'eau. Lui a entamé sa traversée du désert. Pas la première. Ce solitaire de la République ne s'en inquiète pas, comme l'a observé le journaliste Samir Tounzi. François Bayrou va avoir 62 ans. Il est juste un peu plus jeune que le général de Gaulle lors de sa traversée du désert période Colombet, après 1954. Et parfois, François Bayrou doit peut-être comparer Borbert à son village des Pyrénées, à Colombay, en se disant que l'issue sera la même, un retour au pouvoir. Un parallèle que François Bayrou ne boude pas, évoquant aussi Mendès France ou Churchill. Des comparaisons à la hauteur de la foi que l'homme a en son destin, car le président du MoDem se voit en pionnier. Oui, il y a de ça, il y a du pionnier, il y a du premier de cordée. Il y a de l'ouvreur, de chemin. Voilà, de rouvrir un chemin qui existe ou en recréer un pour retrouver le grand chemin de l'histoire que nous avons perdu. Reste à savoir si la solitude de François Bayrou durera jusqu'à l'isolement ou lui servira pour rassembler. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint sur ce plateau. Alors après une confession que vous avez suivie, Perrine, on va peut-être également revenir à d'autres questions politiques qu'on n'a pas eu le temps de poser. Est-ce qu'on peut dire en un mot? Oui. Parce que très souvent, ça m'est opposé. Est-ce qu'on peut dire en un mot qu'il n'y a pas de solitude? Jamais vécu la solitude. Parce que j'ai toujours eu des millions de Français avec moi et j'ai toujours eu autour de moi une équipe qui est solide, forte, courageuse. Quand on parle de solitude, c'est en termes de réseau, de nombre de parlementaires. Oui, de nombre de parlementaires. Voilà. Donc... Solitude parlementaire. Voilà. J'accepte cette. Encore que j'ai autour de moi des députés, on vient d'en voir un, des sénateurs, vous le savez, dans la Haute Assemblée, des parlementaires européens. Mais disons, oui... Ils ne sont pas très nombreux, on peut le dire quand même, François Bayrou. Voilà. Et ça vous aide aussi de vous entourer de figures tutélaires. C'est un commando. Quand vous parlez de Barre, de Gaulle, de Mendès France. Vaut mieux avoir des grands comme exemple que des médiocres. Et en même temps, vous soulignez quand même dans votre livre que ce sont aussi tous des perdants en termes électoraux. Oui, ils sont perdants par moment. Et puis c'est pas déshonorant. J'ai été frappé. J'ai été frappé de quelque chose par quelque chose en écrivant ce livre. J'ai cherché qui étaient les gagnants au temps de Mendès France. Qui? Alors il s'appelait Guy Mollet, il s'appelait Laniel, il s'appelait Félix Gaillard. Nous sommes 50 ans ou 60 ans après. De qui parle-t-on? Ce sont des noms complètement oubliés. Peut-être pas parce qu'ils manquaient de talent, simplement parce qu'ils ont accepté de ne pas marquer l'histoire. Donc qu'est-ce qui vaut mieux, marquer l'histoire ou marquer peut-être la vie quotidienne des gens en étant utile dans un gouvernement?
Ça, c'est une vraie question, non, pour un Mais politicien. s'il s'agissait d'être utile dans un gouvernement, la question ne se poserait pas. Mais pour la plupart de ceux que nous évoquons, il s'agit d'être inutile dans un gouvernement inutile. Vous dites, oui, effectivement, 1 minute, ça ne sert à rien. Je dis, 1 minute sur 10, ça ne sert à rien dans votre livre. Donc, à un moment dans oui, votre vie, vous n'avez servi à rien. Alors. Si, parce que moi, j'étais à la tête d'un département ministériel qui a la chance d'être complètement autonome, si j'ose dire. L'éducation, on n'a pas besoin, ou heureusement, je n'ai pas eu besoin de mettre en scène tous les jours le faux pouvoir. Mais je dis, en effet, l'essentiel de ce qu'on croit être le pouvoir est une duperie. C'est une mise en scène. Et si vous leur parlez en vérité, en dehors des caméras, des micros, ceux qui l'exercent ou l'ont exercé encore plus, vous diront bien sûr, c'était bon, ça ne marquait pas en profondeur les choses. Et ce que je voudrais moi, c'est qu'on en revienne à du vrai pouvoir, c'est-à-dire pas à faire semblant qu'on a une baguette magique qui change tout, mais à la capacité d'entraîner les gens. Quand Jean Lassalle dit il faut qu'il recrée un chemin, quelle est votre stratégie de reconquête? Il parle dans le sujet du petit chemin vers peut-être la ville de Pau, qui mènera après au grand chemin, la présidentielle. Je n'ai aucune envie de parler d'échéances locales ici, ni même de parler d'échéances électorales. C'est dans 14 mois. 12 mois pour les municipales, 14 mois pour les européennes. Ouais. Et franchement, dans l'année qui vient, il va se passer tellement de choses que je recommande à ceux qui font des plans sur la comète d'être prudents. Ça, c'est un de vos proches, hein, il fait des plans sur la comète pour vous. Oui, mais les gens qui m'aiment, ils ont bien entendu envie de succès, de bonheur pour moi. Mais là n'est vraiment pas l'essentiel. Quelques questions d'actualité. On parlait d'éducation à l'instant sur la réforme des rythmes scolaires qui va donc s'appliquer en ordre dispersé à partir de la rentrée 2013. Est-ce que finalement il n'y a plus une école publique nationale mais autant de particularités locales, municipales? Je vais dire quelque chose qui va me faire mal voir. Les rythmes scolaires, c'est, je ne veux pas dire secondaire, mais second. C'est pas là que se joue l'avenir de l'école. Il suffirait d'ajouter 2 semaines de classe pour que se trouvent réglés la plupart des problèmes qui se posent. C'est pas là que ça se joue. J'ai lu le texte du projet de loi, ou du projet adopté par l'Assemblée de, soi-disant, refondation de l'école, ou prétendument, pour parler français, refondation de l'école. 80 pages, et je ne sais pas combien de pages d'annexes, peut-être une centaine de pages d'annexes. En tout cas, à mon sens, ce n'est pas une refondation. Donc il est à côté de la plaque, Vincent Payon? Non, il a essayé de mettre dans un texte qui n'est pas lisible la plupart des revendications ou des obsessions des uns et des autres. Au bout du compte, qu'est-ce qui reste? Les 60 000 postes. Il y a des gens qui croient que c'est avec 60 000 postes qu'on va changer l'école. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça soit une question de moyens. Il reste les rythmes scolaires, et je vous ai dit ce que j'en pensais, et il reste toute une série de suppressions de règles d'organisation de l'école qu'on ne remplace par rien. J'en cite 2. On a supprimé les cycles. Vous savez, ceux qui ont des enfants savent qu'à l'école primaire et au collège, il y a des cycles qui comprenaient 2 années où on essayait de faire aller plus vite les uns et un peu. Voilà, on les supprime et on supprime une disposition qui était utile, qui était que des élèves qui n'aimaient pas l'abstrait puissent choisir l'apprentissage tôt. On le supprime. On ne le remplace par rien. Ça, vous le regrettez, Ségolène Royal s'est beaucoup élevée contre la suppression elle a raison. De l'apprentissage à 14 ans. Il se trouve que nous sommes du même avis sur ce point, parce qu'il y a des élèves que l'organisation de l'école et l'abstraction... Ils ne sont pas faits pour ça. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas faits. Peut-être ils auraient été faits. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a un blocage. Eh bien, je trouve que c'est une idée qui est depuis longtemps refusée par un certain nombre d'organisations. Je pense que c'est pas bien de la supprimer sans la remplacer par rien. Perrine. François Bayrou, est-ce que Nicolas Sarkozy peut rester, selon vous, membre du Conseil constitutionnel depuis sa mise en examen dans l'affaire Bettencourt? Ça n'a rien à voir. Je pense que la difficulté pour Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel, comme elle l'est pour les autres présidents, c'est qu'ils ont à prendre des décisions qui concernent des lois qu'ils ont eux-mêmes fait voter. Donc ils ne devraient tous plus siéger. Et donc, je suis
pour que on trouve un autre statut aux anciens présidents de la République que membres du Conseil constitutionnel. Il est légitime qu'on leur garantisse un statut. Tous les pays du monde, aux anciens chefs de l'État, garantissent un statut. Une équipe de collaborateurs, peut-être des bureaux, et un statut qui leur permette de... Bon, ça c'est légitime. Mais en faire des membres du Conseil constitutionnel, dans la nouvelle définition du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire devenue une juridiction suprême, une cour suprême. Est-ce qu'il faudrait que les anciens présidents partent tout de suite, par exemple, comme le propose M. Urbaas, le président de la Oui, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'il n'est pas sain que des hommes qui ont eu la responsabilité de proposer et de faire voter des lois aient ensuite à juger de leur constitutionnalité. En revanche, sans attendre, ils partent. Oui, je le répète, mais il faut leur faire un statut. Il n'y a aucune raison que, je lisais l'autre jour, que l'un d'entre eux, parce qu'il avait des difficultés, n'avait plus d'indemnité. Il n'y a aucune raison. Jacques Chirac, oui. Il n'y a aucune raison. Tout ça n'est pas sérieux, n'est pas responsable. François Bayrou. Un ancien chef de l'État en France doit se voir assurer un statut pour la suite. Deux questions très rapides pour finir. On reparle beaucoup de laïcité après la décision de la Cour de cassation dans l'affaire de la crèche Babylou. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à une loi contre le port du voile dans les entreprises privées qui accueillent notamment des enfants? Je pense que nous avons des lois, elles sont déjà suffisamment difficiles à appliquer. Appliquons-les et faisons le bilan après. Contre le rejet du texte sur le mariage gay, qu'est-ce que vous attendez de la part des sénateurs centristes, notamment du MoDem, ici au Sénat? Le texte arrive la semaine prochaine en discussion. De la part de tous les sénateurs, j'attends qu'ils réfléchissent attentivement à la double attente que ce texte aurait dû satisfaire. L'attente de ceux qui pensent, ou enfin qui espèrent, une reconnaissance et des droits. Et c'est légitime. Et l'attente de ceux qui s'inquiètent de voir un des piliers de la société fragilisé. Oui, est-ce que le texte peut être encore amendé selon vous et voté avec le soutien des centristes? Ça va être ric-rac. Autrement, excusez-moi, à quoi le Sénat servirait-il? Non mais un vote positif on a dit... Quel est votre vote à vous? Moi, j'ai déjà exprimé ce vote, mais je vais reprendre. On dit que le Sénat, c'est la chambre de la sagesse, du recul par rapport à l'actualité, qui peut entendre des choses que le reste du Parlement ne peut pas... Non, il y a un moment où on peut réfléchir à la manière dont ce texte pourrait répondre aux attentes des uns et ne pas ignorer les inquiétudes des autres. Par exemple, sur la filiation. Sur la filiation pleine, merci notamment. Merci beaucoup, Perrine. Merci, Monsieur Bayrou, d'avoir été avec nous. Donc, on a compris de la vérité en politique, toujours chez votre éditeur Plomb. Merci à tous et à très vite. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail, qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement Hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45. Quand on accompagne les sorties scolaires, il y a le principe de neutralité et le principe de laïcité. La laïcité est une valeur essentielle de la République française. Mais que signifie ce concept si abstrait? Ses partisans défendent-ils tous les mêmes idées? Mettre de côté ce qui peut nous différencier les uns des autres, c'est cela qui permet le vivre ensemble. Il y a une nouvelle laïcité qu'on cherche à appliquer aux individus, du moins à certains d'entre eux. Et ça, alors, ça me paraît être une atteinte à la liberté de conscience. À l'école, au travail ou dans la rue, comment une notion aussi abstraite se décline dans la société? Vous avez dit laïcité? Samedi à 15h15 sur Public Sénat.
Tablettes, smartphones, Internet mobile, le numérique est partout. Et même dans l'esprit de François Hollande. C'est le 4e engagement de son programme présidentiel. Une ambition numérique qui passe par l'installation du réseau très haut débit en France, le réseau THD. 50% du territoire couvert dans 5 ans, 100% dans 10 ans. Une révolution technologique pour soigner la fracture numérique. Car aujourd'hui en France, le réseau Internet connaît des faiblesses. La France est en train de prendre un retard considérable par rapport au reste du monde et même à l'intérieur de la zone européenne, par rapport au peuple de l'Est, nous sommes en train de prendre du retard. Aux côtés de son collègue UMP, Pierre Hérisson, le sénateur Yves Rome s'est vu confier une mission d'information par le Sénat, fixer les conditions de cette numérisation du territoire. Le très haut débit, une priorité, un élément indispensable pour bien vivre dans les territoires, au même titre que l'eau ou l'électricité. Mais aussi une révolution économique. La fibre peut redonner de l'attractivité à la France, relancer la compétitivité. Il faut aller très vite, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la fibre optique. Le très haut débit par la fibre, c'est une aubaine pour un secteur, celui des entreprises. Le e-commerce, le commerce sur Internet est en plein boom. Comme ici, dans l'Oise, chez Alpha Direct Service, le numéro 1 de la logistique en e-commerce. Après votre shopping sur Internet, c'est ici que vos commandes sont traitées, emballées et expédiées. C'est ici qu'arrive la fibre optique qui a changé en fait le fonctionnement de l'entreprise et qui nous a permis d'accueillir de plus en plus de e-commerçants et de gérer de plus en plus de commandes par jour. Et pour se rendre compte de l'impact du THD sur les communications de l'entreprise, visite du sénateur Rome. Ici, le volume de données est de plus en plus important. Grâce à la fibre, le chiffre d'affaires d'ADS a triplé. La fibre optique nous a permis de développer notre activité et de développer nos process pour gérer de plus en plus de commandes par heure et de la meilleure façon également pour les employés et de traiter la commande le plus simplement possible. La fibre optique et l'optimisation des process en interne nous permet aujourd'hui de gérer plus de 9000 commandes par heure. Avant la fibre, c'était 100 commandes par jour, une véritable révolution. Et ce n'est pas le numéro 1 de la vente en ligne de chaussures qui dira le contraire. Le site spécialisé a trouvé chez ADS une efficacité pour ses clients, une rapidité d'exécution. Un client Sarenza peut commander jusqu'à 15 h et il recevra son colis le lendemain matin. Avec la fibre et avec l'ensemble des fonctionnalités que l'on met en place et des process que l'on met en place au niveau de nos entrepôts, on est capable aujourd'hui de concurrencer les plus gros sites e-commerçants du monde en termes de logistique. Très haut débit, fibre optique, qu'est-ce que c'est? C'est un fil de verre très fin, enveloppé dans une gaine de protection. Sa capacité, véhiculer un signal lumineux à la vitesse de la lumière. La différence avec les anciens câbles, type ADSL, c'est le débit, 100 fois plus élevé sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui en France, on compte 250 000 abonnés à la fibre optique, quand certains pays ont déjà achevé leur déploiement. Et pour comprendre les enjeux, au Sénat, Yves Rome reçoit les acteurs de la filière. Aujourd'hui, il auditionne les fabricants et installateurs de fibres. On voit très bien le développement des réseaux fibre optique, les infrastructures à fibre optique et les services associés, les services très haut débit associés, comme un enjeu équivalent à celui de l'électrification de notre pays au début du XXe siècle. Alors, comme par ailleurs on fabrique des câbles électriques, on a un bon parallèle devant nous et on voit très bien comment se sont structurés les réseaux électriques dans les 50 dernières années et comment devraient se structurer les réseaux à fibre optique demain. Selon ces industriels, cette technologie est indispensable dans chaque foyer français. Quand vous avez la fibre chez vous, c'est mon cas, vous voyez pourquoi vous en avez besoin. Tout simplement, vous arrêtez de vous disputer avec vos enfants, etc., pour savoir qui trafique, qui fait quoi, etc. Bon, ça, je dirais que c'est le petit bout de la lorgnette. C'est la vision déjà actuelle. Mais alors demain, on n'en parle même pas. Aujourd'hui dans le monde, juste derrière les leaders japonais et américains en matière de fabrication, les Français sont depuis longtemps prêts. Et il est vrai qu'en France, aujourd'hui c'était une ancienne usine Alcatel, l'usine de Douvrin aujourd'hui qui est dans notre groupe. C'est une usine qui a développé à l'époque plus de 300 brevets actifs seulement sur la fabrication de la fibre.